Bonjour chers leaders, leaders sans frontières, abonnés des 4 coins du monde. Vous êtes à un rendez-vous institutionnel, un rendez-vous traditionnel désormais avec le fondateur promoteur de Leaders sans frontières, M. Bon Olivier. Il y a un mois déjà, il entretenait les jeunes sur l'entrepreneuriat, les initiations pour l'entrepreneuriat. Et cette masterclass qu'il donne tous les mardis sont des cas d'école, des cas pratiques. Vous savez, nous sommes un décor spécial pour cette masterclass. Monsieur Bon parle avec son cœur. Mesdames et messieurs, cette masterclass est assez spéciale. Nous sommes à un nouveau rendez-vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir interagir avec Monsieur Bon Olivier. Aujourd'hui, nous vous donnons l'opportunité de lui poser des questions. Donc, le thème de cette session, savoir faire un investissement rentable et durable. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions à M. Ban. M. Ban, vos leaders sont à vous. Alors, soyez les bienvenus. Merci, M. Tano, merci à toute l'équipe technique. Un des thèmes les plus cruciaux s'avère nécessaire à être abordé. En l'occurrence ici, savoir effectuer, sinon réaliser, des investissements à la fois rentables et durables. Et nous tirons ce thème de l'actualité de ces dernières années en Côte d'Ivoire et je crois dans beaucoup de pays africains où le constat il est amer, puisque à travers l'épargne publique, il y a des sociétés et pour toutes raisons que l'on peut peut-être évoquer, qui se sont constituées et qui ont promu, n'est-ce pas, et des rentabilités faramineuses et qui se sont avérées être un peu le système du Ponzi ou alors le système du Madoff aux États-Unis. Donc vous voyez, lorsqu'on fait le diagnostic d'un tel scénario et qui a fait quand même l'actualité, on se rend compte que peut-être dans le cursus scolaire ou même universitaire ou alors dans l'éducation j'appelle financière, il n'a pas été intégré les réalités liées à l'investissement. Voyez, parce qu'aller payer peut-être du mobilier de bureau, ou bien peut-être équiper son salon, sa maison, sa chambre, construire une résidence, ne veut pas dire forcément qu'on est investisseur. Vous voyez, ce sont, je peux dire, des besoins vitaux pour tout être humain. Mais lorsque vous devez engager vos épargnes, vos revenus, en vue de vous attendre à une rentabilité quelque part, il est clair que vous n'êtes plus dans la même dynamique et cela requiert une certaine expérience, cela requiert une certaine approche, cela exige une certaine prudence. Et donc, le thème, n'est-ce pas, et de ce mois de septembre jusqu'à peut-être début octobre, c'est de vous exposer, mes chers leaders, et les réalités auxquelles vous devez faire face, les mesures que vous devez exiger ou alors entreprendre, pour vous assurer que là où vous allez mettre votre argent, c'est un lieu sûr. Voyez, et pour ne pas qu'on se retrouve constamment à vivre les mêmes réalités. Et je crois d'ailleurs la tendance actuelle, c'est le système dit de VTC. On dit bon, rouge, pain, noir, gagne. C'est-à-dire, tu investis 5 millions et chaque 3 mois, chaque mois tu as 200 000, tu as 150 000, tu as 300 000. Je voudrais vous dire une chose. Mes chers leaders, vous savez, nos grands-parents qui ont vécu avec nous, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est sur la base de quel baromètre on parle d'intellectuels. Ils étaient des intellectuels, c'était des savants. Ils avaient des armes pour faire la guerre. Ils avaient la médecine pour se soigner. Nous, on est nés dans quelles conditions au village? Ce sont des sages-femmes du village qui nous ont fait naître. S'il n'y avait pas une certaine science en Afrique, est-ce qu'on serait encore vivant? Nos parents seraient morts en cours de route. Donc il y avait une science, seulement que peut-être n'a pas été modélisée, sorte à pouvoir la transférer aux générations futures. S'il y avait une science. N'oubliez pas quand même que c'est en Égypte, il y a plus de 3000 ans que l'écriture est née en Afrique. Donc on avait une histoire. Seulement qu'il se trouve que l'histoire actuelle qui nous est racontée, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait une histoire racontée qui n'est pas forcément la nôtre. C'est la raison pour laquelle j'aborde la question africaine avec beaucoup de prudence, jusqu'à ce qu'il y ait des savants africains comme le Cheikh Anta Diop qui puissent nous, je peux dire, donner une autre version de notre réalité. C'est ça la réalité des peuples. Donc, il faut être prudent. Il faut regarder notre histoire pour en tirer des leçons. Et la meilleure façon de pouvoir préparer le futur, c'est lorsqu'on laisse l'histoire enseigner le présent pour qu'ensemble, ils puissent construire le futur. Alors, mes chers leaders, au lieu de laisser beaucoup de personnes
à la vindicte, sinon je peux dire au marmaille, de quelques individus qui abusent les ignorances populaires, il est important d'aborder un sujet que j'estime assez crucial et qui va aider beaucoup de jeunes entrepreneurs dans leur élan d'investissement, qu'ils sachent en quoi j'investis, comment j'investis et quelles sont les mesures, n'est-ce pas, que je dois mettre en place pour m'assurer que l'on ne va pas m'anarquer et que je ne vais pas perdre mon investissement. Quand bien même que investir est un risque, mais il faut savoir en quoi on investit. Souvent, j'ai toujours dit, si j'investis en connaissant des causes, après avoir analysé tous les tenants et aboutissants, et qu'après, pour des raisons peut-être qui m'échappent, ou de marché, ou de connaissances techniques, ou de rien quelque part, s'il s'avère que j'ai échoué, je n'ai pas échoué, d'un point de vue, peut-être d'un point de vue financier, j'ai perdu de l'argent, mais d'un point de vue stratégique, en termes de retour d'expérience, mais ceci n'est pas un échec, c'est une école. Mais dites-moi, tous ceux qui ont investi dans un gros business, quel a été le retour d'école d'un point de vue technique? C'est la raison pour laquelle les masses ont réalisé encore les mêmes erreurs en allant derrière les soi-disant VTC. Parce qu'il n'y a pas de retour d'expérience lorsqu'on n'a pas étudié de façon minutieuse un domaine ou alors quelque chose avant d'y mettre les pieds. D'où la nécessité pour vous, mes chers leaders, de partager massivement la session de ce jour, d'inviter tous vos connaissants, même ceux qui travaillent. Moi, je dirais même que ce thème intéresse beaucoup plus, même beaucoup de fonctionnaires, qui prennent souvent leurs épargnes pour investir dans des choses qui ne reviennent pas du tout. Et ils continuent dans cette même folie à perdre de l'argent. Mais c'est ta vieillesse qui est en train de perdre. Je voudrais parler à quelqu'un. Chaque fois que tu laisses un système mafieux te dépouiller de tes ressources, c'est ta vieillesse qui est en train d'exposer à la merci, n'est-ce pas, de tes enfants et jouent. Et je voudrais rappeler à quelqu'un, nous aujourd'hui on a une conscience liée à nos vertus, à nos valeurs africaines qui font que bon, on est encore sensible à la cause des vieux, de nos vieux, de nos ennemis, de ceux qui sont à la retraite, de ceux qui sont vieux, qui sont dans nos villages. Mais mes amis, je voudrais vous dire une chose, je ne suis pas sûr que dans 20-30 ans, lorsque nous on va vieillir, nos enfants auront peut-être la même propension à s'investir à notre vieillesse. C'est ça la réalité. Quand vous arrivez aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui est vieux en Europe, et il fait pitié. Il est dans des maisons de retraite ou bien il est abandonné dans une maison où il n'y a ni petit enfant ni personne. Souvent, il y a d'autres même qui sont obligés d'inventer des événements pour pouvoir toucher leurs enfants. Donc, tes ressources d'aujourd'hui, si tu ne sais pas les utiliser de façon stratégique pour que demain ces ressources te rendent autonome de ta vieillesse, mais tu risques de te trouver dans une vie de misère. D'où la nécessité de regarder comment on investit de façon durable et rentable. Ceci est crucial. Non seulement c'est valable pour tout entrepreneur, mais c'est valable pour tout homme qui veut investir. Ça, je voudrais que vous preniez note. Peut-être que c'est l'un des thèmes qui va beaucoup plus susciter beaucoup d'intérêt pour vous. Parce que moi, je suis une victime. Vous savez, quand j'aborde un thème, c'est que j'en ai été victime et j'en ai tiré des leçons. Avant, je voulais tout faire à la fois. Parce que moi, j'avais faim de la vie. Et je me suis dit, issu de familles pauvres, et que j'ai eu la chance de comprendre l'importance de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut gagner de l'argent partout. Et donc, si une activité ne marche pas, pourquoi ne pas essayer l'autre? Mais il s'est avéré que j'ai perdu beaucoup d'argent. La preuve. Un jour, j'ai un ami qui est chef de cabinet, je vous montre déjà ce contexte avant d'aborder le thème du jour. Pour que vous compreniez déjà de quoi il s'agit. Mais j'avais un ami qui était chef de cabinet, n'est-ce pas, et dans un ministère. Et cet ami, il m'avait carrément demandé de l'accompagner dans un projet d'investissement. Mais je vous dis la vérité, mes chers leaders. Et il m'a présenté des personnes qui soi-disant produisent, comme on l'appelle, la boisson relatée, le bangui, et la boisson issue des palmiers à huile. Vraiment, ça m'a séduit parce que nous, on est des anciens buveurs de bangui au village. Donc, d'abord, c'est une boisson qui me rappelle un peu mes souvenirs du village. Et en même temps, j'ai trouvé cela intéressant comme idée créatrice, innovante de pouvoir conserver cette boisson. Vous voyez qu'on extrait de façon traditionnelle et là, on peut l'industrialiser. J'ai injecté quelques 9-10 millions. Mais un matin, j'étais surpris de voir que j'ai reçu une note de ces jeunes gens qui ont estimé que le niveau d'investissement que nous avait prévu, mon ami et moi, n'a pas atteint, donc ils nous retirent. Et qu'ils ont retrouvé quelqu'un d'autre. Non seulement ils ne disent pas comment ils remboursent notre argent,
Ils ne disent pas l'actionnariat qu'on a mis en place, comment est-ce que ça va être traité. Et en plus, on leur avait demandé simplement de la transparence. Qu'ils ouvrent un compte bancaire et que les ressources issues de la vente soient déposées, n'est-ce pas, sur ce compte pour qu'on ait une traçabilité, ce qu'ils ont refusé. Et comme ils ne voulaient pas la transparence, ils ont préféré nous chasser. Bon, je les ai regardés avec beaucoup de compassion parce qu'il s'agit que j'ai saisi mon avocat pour que, bon, il se retrouve à me payer à vie parce qu'il n'avait rien. J'ai dit à mon ami, mais ils me font pitié. Ceux-là, tu vois, déjà tu les vois, tu crois qu'ils font pitié, mais regardez leur comportement. Vous savez, souvent, les gens échouent dans la vie pas parce que le domaine n'est pas bon, mais parce qu'ils sont malhonnêtes. Et le malhonnête ne peut pas réussir. Vous voyez, c'est pour ça que tous ceux qui sont au black, qui disent qu'ils font les affaires qui escroquent, quand vous regardez leur vie, c'est la misère. Et regardez tous ceux qui escroquent du matin au soir. Leur vie n'est pas enviable. Soit ils meurent de façon prématurée dans des circonstances inexplicables. Parce que tout cela est accompagné de beaucoup de malédictions, malheureusement. Donc, il ne faut pas aller mettre ton argent dans n'importe quoi. Parce que, soi-disant, rouge, père, noir, gagne, on terre, ça marche. Non! Il faut être prudent. Mes chers leaders, il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est pour cela que nous prenons le soin d'aborder, d'animer ce thème. Pour vraiment nous assurer que vous n'allez pas injecter votre argent dans n'importe quoi, dans n'importe où, pour être prudent. Voyez? Donc, je voudrais vous demander de partager massivement le thème de ce jour, partager sur vos pages, sur les groupes, pour permettre à un grand nombre de personnes d'être édifiées et de pouvoir se former, parce que ces formations sont gratuites. Souvent, je pose la question aux gens, vous croyez que c'est le fait d'aller payer seulement dans l'université pour se former qui fait que vous formez? Non! C'est la partie académique et la partie scientifique. La formation, c'est un environnement complet. Il y a les masterclass, il y a les séminaires, il y a les foires, il y a les ateliers. C'est tout ça qui forme l'homme. C'est pour cela que tous ceux qui pensent que la formation consiste uniquement à s'inscrire de façon formelle et dans une grande école avec les agréments de grands noms, c'est beau. Mais il y a même souvent des professeurs qui se forment là-bas qui viennent suivre nos sessions de formation. Parce que vous savez, il y a la partie théorique, mais la réalité ne s'achète pas. J'ai tout dit que s'il y a un domaine pour lequel aucune théorie ne remplace, c'est l'entrepreneuriat. Tu peux aller faire tous les grands diplômes du monde. Quand tu reviens à l'entrepreneuriat, tu deviens comme quelqu'un, comme un bébé qu'on doit initier à la maternelle. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'elle s'en fout réellement et de façon radicale de tes 50 ans, 40 ou 30 ans d'expérience. C'est ça la réalité. Que quelqu'un me donne le contraire de ce que j'annonce. Si c'est le management des grands groupes, on peut comprendre. Mais dis que tu es entrepreneur. Allez-y demander à papa Diago, il va vous dire. Il avait ses 50 ans quand il commençait, mais quels sont les retours auxquels il n'a pas été confronté? Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est la seule réalité où tout le monde commence à la case départ. Peut-être tes expériences de la vie vont te permettre d'avoir des réflexes pour te permettre de minimiser le risque. Mais cela n'empêche pas que tu vas dans ton école. Il n'y a pas école qui arrive là-bas pour te faire sauter pour arriver à l'université. C'est le seul entrepreneuriat là. Il n'y a pas son école. Déjà, il faut intégrer ça comme une réalité. Et c'est pour cela que si tu n'es pas un, tu peux pas être entrepreneur qui réussit. Parce que tu seras obligé d'écouter des personnes pour lesquelles peut-être tu es plus riche. Mais tu es obligé de les écouter parce que c'est eux qui ont cette connaissance. Et il y a un grand maître. Jésus va donner une grande vision et une grande image. Il dit ce sont les plus grands qui deviennent les plus petits, qui se font petits, qui deviennent les plus grands. C'est l'école de l'entrepreneuriat qu'il est en train de présenter ici. Tu veux devenir prospère, tu veux influencer, tu veux réussir dans les affaires. Ce n'est pas en étant suffisant. Tu es obligé de te soumettre à un processus d'humilité pour apprendre. C'est la raison pour laquelle nous autres, là, on passe notre temps. Je vous ai dit, c'est que moi, j'écoute 4 formations par jour. 4 formations de au moins 2 heures du temps par jour. Tu sais ce que ça représente? Dans mon temps de la journée c'est 24 heures. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 4 heures du temps pour que je puisse apprendre. Je dédie 4 heures d'apprentissage. Vous comprenez ce que ça veut dire? Demande à ma femme. Souvent sur mon lit, j'écoute des formations jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Même quand j'ai fini de faire mes sessions avec mon équipe privée, je me connecte pour écouter. Écoutez. Tu ne vas pas réaliser ta destinée ou tes visions de dire je suis un grand entrepreneur, j'ai une grande carrière, tout simplement parce que tu croises les bras et ça va aller. Non! La vie dépend de la connaissance. Et la connaissance abrège beaucoup de souffrances. C'est pour ça que quelque part il a dit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. La lumière veut dire ici connaissance. Aussi longtemps on est dans les ténèbres, la vie est dans le chaos. Moi, il y a eu plein de choix que j'ai fait dans ma vie en matière d'investissement. Si j'avais eu la connaissance et les bons conseils, je vous assure que je ne les aurais pas fait. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir instruire, de pouvoir partager pour que beaucoup d'entre vous ne retombent pas dans les mêmes erreurs.
Et il y a des gens qui pensent que se former, c'est perdre le temps. Non, c'est l'ignorance qui est la perte du temps et qui vous sabote votre destinée. Le plus grand cancer, le plus grand drame qui puisse arriver à quelqu'un, c'est pas quand il manque de l'argent dans sa poche. C'est lorsqu'il manque de connaissances dans son esprit. Cher leader, il y a des réalités irréfutables. Le temps que beaucoup prennent le temps d'aller chercher l'argent ou d'être en train de souffrir, s'ils peuvent consacrer la moitié de ce temps à rechercher la connaissance, 30% de leur temps à travailler, ils vont mieux réussir que ceux qui sont dehors. Je l'ai dit et je répète, jamais un terrain n'a fait un champion. Le terrain ne fait que révéler un champion. Il y a ceux qui participent à un concours et il y a ceux qui remportent un concours. Le participant permet de classer, c'est tout. Et c'est pas là pour l'entrepreneuriat. Il y a plein de personnes qui passent leur temps à échouer dans les affaires du matin au soir, pendant que d'autres font des exploits chaque jour. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la connaissance. Tu as beau dire je n'ai pas l'argent, c'est vrai. Tu as beau dire je n'ai pas relation, c'est vrai. Le monsieur qui était à la piscine de Bethesda ou quelque chose comme ça, de Silo ou bien Bethesda, il dit quand là je descends, je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Parce que je suis infirme, je n'ai personne. Donc vous voyez que l'absence de connaissance sur les relations humaines peut te maintenir au bord d'un fleuve où quelqu'un peut te faire guérir. Si tu avais des relations, pourquoi on te prend pour jeter dedans? Donc ce n'est pas que l'eau là ne guérit pas, mais tu n'as pas l'intelligence de fonder des relations. Lui il a passé son temps à mendier et à attendre qu'un jour ça va aller. Mais l'ignorance, s'il avait la connaissance de ce que, au lieu que je reste autour de la piscine là, attendre, et que je ne peux pas marcher, que quelqu'un rentre avant moi, je vais sortir peut-être aller servir chez quelqu'un, me faire relation. Et que ces relations-là allaient m'envoyer 4 personnes, comme celui qui était malade. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans la même Bible, on dit, Jésus enseignait quelque part, puis il y avait quelqu'un qui était malade. Ces 4 amis l'ont porté. Ils sont venus, ils ont levé la toiture, ils l'ont fait descendre pour que Jésus le guérisse. Une relation l'a guéri. Lui, il est malade. L'autre était simplement infirme. Mais le malade avait des relations pour qu'on puisse le guérir. L'infirme était à bordure de l'eau, mais à cause de l'ignorance, il n'a pas pu construire une relation. Et il croit que non, c'est le fait d'attendre un jour, ça va aller. Ça n'est pas allé. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a des lois qui gouvernent la vie, ce n'est pas la volonté que tu as qui gouverne la vie. Cher leader, c'est la raison pour laquelle beaucoup n'aiment pas notre vérité, ils ne viennent pas ici. Ils préfèrent les buzz. Parce qu'ils préfèrent demeurer dans l'ignorance. Jésus a dit, ils préfèrent rester souvent dans les ténèbres parce que les œuvres ne sont pas bonnes. Les œuvres, ce n'est pas le péché ou le mal. C'est que les gens ne veulent pas ce qu'ils les délivrent pour qu'ils obtiennent leur victoire sur la terre. Mes amis, je vous dis la vérité. Il ne s'agit pas de vouloir pour réaliser. Il faut connaître qu'est-ce qui conduit pour que ta volonté devienne une effectivité et une réalité dans la vie. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui échouent dans les affaires. Les 70% on dit qu'ils font des fêtes ou bien ils font faillite chaque jour là. Ce sont des personnes qui ont beaucoup, à 90% c'est l'ignorance d'abord, avant de parler des moyens et du reste. Parce que quand tu as la connaissance, même au cœur d'un contexte hostile, tu sais comment tracer ton chemin pour obtenir ta victoire. C'est la réalité de la vie. Parce qu'il y a quand même 30% qui réussissent. Comment ils font? Et l'un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est qu'on n'aime pas beaucoup se former. Il y a des personnes, tout ce qu'ils ont comme connaissance, c'est leur certificat de sortie d'école, dont ils se glorifient et pour lesquels il a oublié toutes les formules mathématiques. Ça ne te sert plus. Toutes les formules chimiques que tu as appris à l'école, tu as oublié. Ça veut dire que ça là c'est mort. Va à l'école de la vie réelle, le concret. Cet investissement là, on refuse de le faire. Oui, c'est important que j'explore déjà cet environnement, qui est la réalité de notre environnement. Et ça là, ce n'est pas sorcier du village. Et si vous savez qu'il y a des niveaux de connaissances même qui réduisent l'influence de sorciers. C'est la vérité, parce que souvent même les démons là, c'est sur l'ignorance des personnes qui naviguent pour réussir. Si tu sais qu'en allant au village, il ne faut pas insulter le pauvre, même si c'est un vieux et qu'il n'a rien, et que même si c'est toi qui es le cas du village, et que si tu l'insultes, la loi divine de protection ne va plus te protéger, il peut te tuer. Mais si tu es arrogant, que tu le méprises, alors que lui il s'est volé la nuit, il va activer, Dieu ne va pas te protéger parce que tu l'as déshonoré. Ces cheveux blancs là, c'est un message que Dieu protège. Donc vous voyez que même le sorcier qui peut te tuer là, il y a des lois que peut-être tu as violé sans te rendre compte, qui lui ont donné l'accès. Donc si tu as la connaissance de comment on honore la personne vieille, le vieillard, c'est sûr qu'il y a des dieux qui va te défendre quelque part. Moi je vais beaucoup au village, chaque mois je suis là-bas. C'est pas sorcier qui dit, moi je suis de 3 villages dans Bolugou. Donc ça veut dire que potentiellement il y a au moins 3 niveaux de sorcellerie qui doivent me tuer. Mais je suis là. Parce qu'en grandissant au village, j'ai connu les lois d'honneur. Mes amis, prenez note.
L'investissement, on n'investit pas tous azimuts parce qu'on a l'argent. Écoutez, première chose que tu dois savoir, tu ne sors pas ton argent pour investir parce que tu en as. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Les gens commencent à investir parce que non, j'ai de la liquidité. Ah, j'ai fait une affaire, j'ai un peu de bagot. Comment je peux miser? Non, écoute. L'argent dans ta main là, elle te dit qu'elle est pressée. Écoutez-moi bien. Ça va vous aider beaucoup. Ces sessions sont gratuites. Ces sessions-là, c'est gratuit. Il y a des choses que moi, j'ai l'honneur de vous partager aujourd'hui. Si quelqu'un me les avait partagées il y a des années en arrière, je vous assure que j'allais connaître plus de succès plus rapidement. Il y a des fautes que je n'allais pas commettre. Je vous dis la vérité. Et pour aborder le thème de ce jour, permettez que je partage une réalité avec vous. Et c'est l'exemple de la parabole des deux maisons qui sont fondées sur à la fois le sable ou alors le rocher, selon le roc. Il y a des investissements qui peuvent être fondés sur le sable. Tu vas avoir le sentiment que ça allait vite. Tu rentabilises vite, vite, vite. Mais il y a un événement de la vie qui va apparaître. C'est la tempête et le vent. Ça veut dire que chaque fois que tu investis, il faut avoir à l'esprit ce qu'on appelle tempête et le vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les risques. Il n'y a pas un investissement au monde qui n'est pas exposé à des risques. Donc il faut prendre le temps de pouvoir faire une cartographie des risques auxquels tu t'exposes. Et de voir ta capacité à gérer ces risques. Si tu vois que tu n'en es pas capable, il faut te retirer. C'est simple. Si tu vois que les risques là ne sont pas maîtrisables pour toi, il faut stopper d'abord. Jusqu'à ce que tu aies une visibilité. Cela ne voudrait pas dire que tu as peur de prendre des risques, mais c'est la sagesse. Ça m'a manqué pendant des années, j'ai perdu beaucoup. Je voudrais que quelqu'un prenne note. Parce que vous savez, on souffre beaucoup pour avoir l'argent. L'argent, c'est un processus qui aboutit à une sorte de papier de liquidité. Souvent, tu ne t'es jamais posé la question, quel est le processus de sacrifice que j'entreprends pour que l'argent se transforme en liquidité dans ma main? Si tu évalues le temps que cela requiert, l'effort, la pression, le stress, si tu évalues combien de fois tu as perdu, tu t'es levé le matin pour aller à l'école, tes parents ont investi, depuis le primaire jusqu'au secondaire, jusqu'aux études supérieures, pour ceux qui ont fait les études supérieures, pour que tu puisses travailler, que l'argent rentre dans ta main, tu allais comprendre que la liquidité que tu veux, tes yeux voient aujourd'hui, en réalité c'est le fruit des décennies de sacrifice. Donc tu ne peux pas le sortir facilement par les mettre dans la main de quelqu'un dont tu n'es pas sûr qu'il est capable de le gérer et de pouvoir le sécuriser pour toi. Écoutez, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Chaque fois que tu sors tes ressources financières, tu dois te dire que soit c'est sur un roc que tu dois le déposer, soit c'est sur le sable. Et généralement, ce qui est fait sur le sable semble aller vite. Parce que ça a l'air d'être beau pour être vrai. On te promet des revenus faramineux, rapides. Un retour rapide d'investissement. Si tu veux être investisseur qui réussit de façon durable et rentable, je vais t'exposer des réalités qui vont te permettre de faire un choix de vie. Il y a ce qu'on appelle des investissements qui te permettent de pouvoir garantir des revenus réguliers parce qu'on ne vit pas seulement pour le futur, on vit aussi pour le présent. Donc il faut savoir classifier tes investissements. Quels sont les choix d'investissement que je dois faire pour lesquels j'ai revenus réguliers? D'où par exemple la vie salariale. Écoutez, beaucoup de personnes ne savent pas qu'en décidant de signer un contrat de travail ou de devenir fonctionnaire, pour avoir un travail pour lequel on est payé par mois, c'est un investissement à coût terme qui est là. Parce que c'est ton temps que tu investis dans une organisation. C'est ta vie que tu investis en réalité de façon régulière, chaque jour. Et pour lequel tu t'attends à une rémunération à court terme. Ici mensuel, soit par semaine ou par jour. Donc ça c'est un investissement de ton temps pour lequel tu t'attends à une rémunération à court terme. Donc il peut se trouver que par exemple qu'il y a des investissements à court terme dans lesquels tu veux t'engager. Ça peut être une vie salariale, ou dans un projet, ou dans le but de développer ton activité. Peut-être qu'il y a des petits investissements que tu veux réaliser et dont la rentabilité à court terme. C'est simple, je donne un exemple. Par exemple, tu veux importer de la marchandise. Ça peut être le vivrier, c'est-à-dire l'alimentaire. Généralement, l'alimentaire, il sort au jour le jour. Donc si tu as fait un choix d'investissement, par exemple, à court terme, tu vas dire, ok, moi je vais faire la distribution de produits alimentaires. Mais quand tu dois le faire venir, c'est de t'assurer d'abord quelle est ta clientèle. Et comment cette clientèle paye. Est-ce que tu te mets dans une posture de fournisseur à des grossistes?
à des détaillants, ou alors c'est toi qui vas directement au client final. Parce que chaque choix comporte ses conséquences financières. Si moi j'entreprends par exemple et que je dis ok, je fais venir des produits alimentaires mes conteneurs à Abidjan, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire clairement que c'est moi qui prends le risque d'acheter d'abord chez le fournisseur, dès lors que je n'ai pas de crédit fournisseur, parce que dans le début de notre collaboration, il ne me fait pas confiance. Donc il me faut trouver les ressources financières pour importer par exemple ma marchandise. Donc je prends le risque de préfinancer l'activité. Quand cela arrive, il faut que je dédouane. Il faut que je puisse stocker tout ceci, génère des coûts. Peut-être que ça va me prendre peut-être 3 semaines, 1 mois. Parce que moi, je ne vais pas sortir mon argent attendre 3 mois avant d'être payé. Avant attendre 1 an, je veux des investissements à court terme, à la rentabilité rapide. Mais je m'assure que je maîtrise le mécanisme d'encaissement et que c'est moi qui contrôle. Quand ça vient, est-ce que je vends à des grossistes? Vendre à des grossistes veut dire que je vais réduire ma marge parce que les grossistes doivent vendre peut-être à des détaillants et le détaillant, lui, il vend à des clients finaux. Chaque choix comporte ses conséquences. Si je vais être gourmand, je vais dire, ok, moi je vais vendre à des clients finaux. Non, là où peut-être je devrais avoir une marge peut-être de 500 francs par bouteille de conserve, par boîte de conserve vendue. Bon, là je vends au client final, ça me fait une marge de 500. Mais s'il doit vendre peut-être à des grossistes, là ma marge peut-être sera autour de quoi? Peut-être de 300 francs. Parce que je suis obligé de réduire ma marge. Mais l'intérêt ici, c'est que ça me permet de vite rentabiliser mon investissement, de vendre rapidement à des grossistes, c'est-à-dire de gros lots, et de ne pas perdre mon temps à vendre à des détaillants ou bien à des particuliers ou bien au client final. Donc chaque choix comporte ses conséquences. Dans quel délai je récupère mon investissement et que je réalise ma marge? Ce n'est pas la même réalité lorsque tu veux faire une usine. On en viendra, mais pas aujourd'hui. Ce n'est pas la même réalité lorsque peut-être tu veux investir dans la construction d'une maison. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes ont commise. Et ça, au cours de ces sessions, je vais vous expliquer des réalités pour que vous sachiez chaque type d'investissement que tu réalises, quelle est sa conséquence. Parce que vous savez, ne pas savoir exactement quelles sont les conséquences des choix d'investissement que je fais, c'est prendre le risque de faire des investissements croyant que bon, peut-être. Et je vais vous dire une chose, on n'amortit pas une maison en 10 ans, sauf si tu as volé l'argent pour bâtir. C'est la vérité. C'est impossible. C'est impossible. Mais il faut beaucoup réfléchir. On n'amortit pas une unité industrielle en 5 ans. Peut-être tes frais d'établissement. Mais ton génie civil, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on les risque pour moi d'investir dans le transport? Beaucoup de gens voient la partie où chaque jour le chauffeur dépose l'argent. Et ça, il n'y a pas eu de cartographie des risques évalués. Peut-être les 3 premiers mois, il va le faire. Mais quels sont les risques dans le domaine du transport? Tu as déjà réalisé une interview de ceux qui sont dedans, pourquoi beaucoup abandonné? Si c'était si facile, le chauffeur que tu embauches, pourquoi lui-même n'a pas payé la voiture lui-même? Non, souvent il faut se poser des questions. Lui qui est venu te convaincre que non, en faisant le transport, tu vas gagner beaucoup. Si vous estimez que c'est si facile à réaliser, vous croyez que lui n'allait pas se sacrifier à payer le taxi lui-même pour être propriétaire? Souvent je dis, qui va trouver l'or et venir te dire que j'ai trouvé l'or à l'en prendre? Si moi, actuellement, j'ai des lingots dans toute l'équipe qui est ici, je vais les chasser d'abord. Pour sécuriser d'abord l'or avant de leur dire venez, on va continuer la session. Non, si actuellement Dieu ouvre mes yeux et puis je vois l'or quelque part, je vais créer un événement. D'après les gens, je vais créer un mouvement à Abidjan pour leur dire bon, écoutez, revenez. Pour l'instant, j'ai une urgence et on stoppe d'abord la session. Pour que vous compreniez la vie, mes chers leaders qui m'écoutez, et je prie que Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez ces réalités. Quelque part, il est dit qu'un homme a trouvé un champ où il y a un trésor. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Et qu'il est parti vendre, n'est-ce pas, tous ses biens pour venir acheter ce champ parce qu'il y a un trésor. Ça veut dire que quand quelqu'un vient te dire, j'ai trouvé quelque chose, ça peut marcher vite, vite, envoie ton argent. Ou même, il donne le sentiment de ne pas mettre 1 franc dedans. Écoutez-moi, tu es sûr que le champ dont il te parle, il y a vraiment un trésor dedans. Parce qu'un véritable individu qui a trouvé un champ où il y a un trésor, il est le premier à vendre d'abord ses biens. Donc vous voyez qu'il y a déjà un paramètre à partir duquel tu peux suivre quelqu'un s'il est vraiment convaincu de ce dont il te parle. C'est que d'abord il te présente déjà son premier lot de VTC dans lequel lui-même il a investi. Toutes les personnes que vous êtes partis voir, est-ce qu'elles-mêmes étaient propriétaires de 100 VTC déjà, dans lesquels eux-mêmes ils ont investi, avec la confiance des banques qui les ont accompagnés? Ils n'en ont pas. Quelqu'un qui a 0 franc de véhicule, il te dit envoie pour toi. Je vais gérer pour toi, tu vas devenir riche. Si c'était vrai, pourquoi lui-même il n'a pas pris le risque avant toi?
Donc, vous savez, quand je parle souvent, je lève un peu le ton parce qu'il y a des choses vraiment qui me chagrinent. Et j'ai vu plein d'amis comme ça qui sont anarqués. Mes amis, quand tu es sorti des familles modestes et des familles pauvres de la vie, et puis Dieu t'a donné ton argent et puis ton travail là, il ne faut pas mettre dans main de n'importe qui comme ça. Il n'a qu'à te prouver d'abord son sérieux lui-même, s'il croit son affaire. Ça ne veut pas quand beaucoup de jeunes aujourd'hui viennent me voir, non, monsieur, bon, j'ai un projet, voilà, si vous pouvez mettre un peu d'argent dedans, on va faire. J'ai dit, mais toi, tu peux entreprendre avec moi. On ne t'a pas dit que les oiseaux de même plume, ils la volent ensemble. Je peux t'aider à collecter des ressources pour réussir. Je peux te coacher, je peux t'aider, t'encadrer. Comme ce que j'ai fait dans la session de masterclass. Mais toi, on ne peut pas être actionnaire. Même si je suis actionnaire dans ton entreprise, ça fait partie de ce que j'ai déjà mis dans ma tête. Que c'est mon action citoyenne d'aider des jeunes entrepreneurs, des startups à réussir. S'ils n'ont pas réussi, je les ai aidés à apprendre dans la vie. Mais je ne m'attends pas à ce que tu puisses m'aider à réussir encore moi dans ma vie. Non, il faut me respecter quand tu t'approches de moi. Ça fait bientôt 16 ans que j'entreprends, donc tu ne peux pas être mon actionnaire, c'est pas possible. Parce que c'est cette vérité que je n'ai pas dit à des gens, c'est pour ça qu'ils sont venus m'escroquer. J'ai été déjà piqué par des gens comme toi. Vous voyez, c'est sur la base de nos expériences que nous abordons la vie. Par contre, c'est ma responsabilité citoyenne de t'aider à accéder à des ressources pour que tu puisses réussir. Mais il ne faut pas venir me dire d'être ton actionnaire. Parce que ça ne me séduit pas. J'étais ignorant, ça m'a piqué. Aujourd'hui, j'ai été vacciné, ça ne peut plus me piquer. Parce que ce qui ne te tue pas dans la vie te rend fort. Moi, je suis quelqu'un qui a piqué 160 millions aux États-Unis. Si c'est Africain qui m'a volé, ça ne va pas me faire mal, les Américains. Il y a problème. C'est lui qui a vu Lyon. Et c'est lui qui n'a pas vu. Ils n'ont pas la même manière de courir. Hein, monsieur le leader. Vous voyez, ce que je vous dis, on en a connu un peu. La vie nous a beaucoup piqué. Et du fond de mon cœur, vous ne pouvez pas imaginer que cette action, tous les mardis, je perds ma demi-journée pour pouvoir faire ces sessions pour vous. Je vous dis la vérité. C'est mon sacrifice que Dieu m'a dit de faire. Demain, quand vous allez devenir des multimilliardaires, ça sera l'objet de ma joie et de mon succès. Peut-être que Dieu a voulu que ça fasse partie de mon patrimoine sur la terre, de dire que voilà ce que tu as apporté. Parce que le succès ne consiste pas uniquement à s'accumuler beaucoup de biens uniquement. C'est combien de vies que tu impactes sur la terre des hommes. Et je vois beaucoup de personnes qui souffrent. Des ressources que tu as aujourd'hui là. C'est les sacrifices que tes parents ont investis dans ta vie depuis que tu es né. C'est 9 mois de grossesse où ta maman a failli mourir à ton accouchement. Jusqu'à ce qu'on t'envoie à l'école. Jusqu'à ce que tu puisses étudier, passer des examens, réussir, souffrir. Jusqu'à ce que tu travailles. Les embouteillages à Abidjan dans les capitales africaines un peu partout. Regardez le sacrifice pour que l'argent rentre dans ta main. Souvent on ne réalise pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit dans la vie, si quelqu'un sort son argent pour te donner dans la vie, il ne faut pas être ingrat dans la vie parce que c'est le fruit de beaucoup de sacrifices que tu vois. C'est pour cela que l'ingratitude est punie dans la vie. L'une des façons pour fermer les portes, et c'est vous savez que l'une des façons, il y a 2 manières par lesquelles on ferme la porte à une personne qui doit t'aider dans la vie. Il y a 2 façons par lesquelles on les porte. Je vous dis, l'ingratitude et le déshonneur. Si tu vois que quelqu'un a l'habitude de t'aider puis un jour il ne t'aide plus, c'est qu'il y a ces deux choses qu'il a vues sur la table. Non, il n'y a pas midi à 14. Soit il a vu l'ingratitude dans ton cœur, soit il a vu le déshonneur. C'est-à-dire que tu ne réalises même pas que ce qu'il fait pour toi, tu ne le mérites pas. Le déshonneur, ce sont 2 armes par lesquelles on ferme les portes du cœur d'un homme. Comme aussi par la gratitude et l'honneur, tu ouvres les portes du cœur d'une personne. Vous voyez, mes chers leaders, savoir effectuer des investissements durables et rentables, ce sont des sujets d'une extrême importance. Même cela engage et détermine ton avenir. Parce que des investissements réguliers qui échouent sabotent ta capacité à réussir ta vie. Si chaque année, chaque 2 ans, tu dois faire des investissements qui échouent, parce que tu ne sais pas comment faire des types d'investissements. Il y a les investissements à court terme, les investissements à moyen terme et les investissements à long terme. Donc il faut savoir exactement à chaque étape de la vie comment est-ce que j'investis. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est les investissements à court terme. Un investissement à court terme, comment je l'analyse? Comment est-ce que je fais le choix d'un investissement à court terme? Et est-ce que toute ma vie doit être uniquement guidée par des investissements à court terme? C'est-à-dire des choix à court terme, mais aux conséquences à long terme. Parce que tu n'es pas appelé seulement à vivre 40 ans. Tu auras atteint 60 ans, 70 ans, 80 ans. Donc il y a des investissements que tu dois faire aujourd'hui. Non, l'objectif, c'est de préparer cette partie de ta vie. Il y a les investissements que tu as fait depuis que tu es né bébé,
Jusqu'à tes 25 ans, 26 ans, tu as commencé à travailler. Ça, c'était dans l'école où tu allais apprendre. Aujourd'hui, ça a ses conséquences parce que c'est ce qui te donne un métier. Donc, tu dois savoir aussi qu'à ce peut-être à tes 30 ans, 40 ans, 45 ans, il y a des événements que tu fais aujourd'hui qui vont impacter tes 50, 60 ans demain. Donc, ta vie n'est pas exposée simplement, n'est pas guidée par le coup de terme. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille toute sa vie et qui loue uniquement maison et qui n'a pas pensé au long terme. Mais à ta retraite, comment est-ce que tu peux continuer à payer maison? Tu ne pourras pas. Et en ce moment-là, tu es obligé de dépendre des enfants qui vont réussir. Et s'il se trouve que tes enfants n'ont pas réussi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de voir les enfants réussir. Ça aussi, c'est une vérité. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Tu le veux, mais il se trouve que le destin ne leur a pas permis de réussir. Et dans ce cas-là, tu vas faire quoi? C'est ce qui conduit à beaucoup de sorcellerie et beaucoup de jalousie. Parce qu'on n'a pas su anticiper et préparer la vie. C'est que je vous dis aujourd'hui, si vous laissez votre cœur être touché par ce message, moi je ne dis pas pour dire qu'il faut venir me payer 5 francs pour vous. C'est une action citoyenne pour construire une vie. Parce que la vie, mes chers leaders, la vie, elle nous réserve tellement de surprises. Ou tu penses que tu vas mourir dans 20 ans et puis tu vas faire 50 ans sur terre encore. Parce que peut-être tu es appelé à Dieu. Donc il faut analyser chaque choix qui engage et qui détermine ta destinée. Et dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas dire que je vais faire des choix d'investissement uniquement à court terme, où tu cours dans tous les sens. Ça exige des choix de sagesse et des choix mûris de réflexion. Quand on commence, vous savez, on est euphorique. Quand on commence, on est animé par le zèle. Jusqu'à on se rend compte. Même faire le choix d'appeler des collaborateurs pour travailler, c'est un investissement qui engage ta vie. Mais il faut savoir qui t'appelle. Tout ça, je vais aborder dans le cadre de ce thème. L'investissement n'est pas simplement que matériel, il y a des investissements immatériels. Il y a même un investissement spirituel qu'il faut effectuer, il y a un investissement relationnel. Écoutez-moi bien, ça va vous surprendre ce thème. Il y a un investissement relationnel qu'il faut effectuer. De ce qu'à un moment donné de la conduite de tes affaires, ce n'est pas maintenant que tu gères les relations pour avoir marché. Il y a des relations dans lesquelles tu investis il y a 10 ans qui te produisent des marchés aujourd'hui. Si à chaque étape de ta croissance, tu dois dépendre simplement d'une force de vente pour pouvoir réussir, je te garantis le chèque. Je ne sais pas si quelqu'un prend note. Quelle est la relation même que tu entretiens avec tes voisins du quartier? C'est un investissement. Peut-être qu'aujourd'hui tu donnes des choses, tu penses que non, tes voisins en retour ne donnent pas. Mais les enfants voient, quand tu vas au village l'igname que tu envoies que maman a grillé et puis ils ont mangé. Les enfants ont vu que c'est tonton Olivier qui a envoyé. Vous savez, la fois dernière, je sortais de la prière à la montagne de Sion chez mon père spirituel. Et puis, il y a une jeune fille de 10 ans, 11 ans, qui vient vers moi, j'étais marché à mon épouse. Et il dit, ah bonjour tonton Olivier. Et puis je la regarde, je dis, ah ma fille, comment tu vas? Ah tonton, je te connais, je dis, tu me connais comment? Elle dit, ah, j'ai suivi tes heures de prière la nuit avec ma grand-mère. Vraiment, et elle a dit non de sa grand-mère. J'ai dit, ah, vraiment, à ton âge? Parce que les heures auxquelles moi j'ai pris le fête, elle dit non, c'était pendant les vacances. Non, comme je suis à ma grand-mère, donc j'ai suivi, ah, tonton, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mes amis, cet enfant-là, peut-être c'est la future première ministre de Côte d'Ivoire là. Et jour aussi, tu vois qu'on m'a donné un marché de 200 milliards, 400 milliards en Côte d'Ivoire. Faut pas dire non, monsieur, pas en fait Zamou, c'est pas Zamou. C'est pas vrai. C'est que peut-être cette jeune fille s'est souvenue de moi et puis Dieu l'a élevé quelque part. Elle dit, ah, le tonton là, grâce à lui, je me suis battu dans la vie. Regardez, c'est un investissement. Il y a des personnes qui veulent investir pour gagner dans l'immédiat. Et je vais vous montrer des réalités et métaphysiques, sinon spirituelles, par lesquelles il faut savoir comment on investit. Quelque part, on dit, un homme est serti pour semer. Il faut prendre note. Et il y a une partie de sa graine qui est tombée en bordure de la route. Il y a une autre partie qui est tombée dans le roc, sur le roc. On dit l'oiseau est venu prendre. Il y a l'autre là sur le roc, ça a poussé, ça n'est pas grandi. En même temps, et c'est mort. Écoutez, il y a des investissements qui te nourrissent son ventre dans l'immédiat. L'oiseau qui est venu prendre là, c'est ta bouche. C'est tes besoins immédiats. Il ne faut pas tout voir seulement en démon. Tout ce qui est écrit a une sagesse diversifiée. Je voudrais vous dire une chose. Chaque réalité de la vie que vous voyez est l'expression d'une sagesse diversifiée, camouflée. Ça dépend du contexte d'adaptation. Si c'est au plan spirituel, ça peut être vu comme démon. Mais dans le monde des affaires, dans la réalité de la vie, ça peut être vu également comme les besoins de l'homme à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que tu as des besoins aujourd'hui qui peuvent prendre les graines dans l'immédiat. Donc tu as besoin d'investissements pour lesquels tu as besoin d'être nourri tout de suite.
Écoutez, oh, je vous aime beaucoup. I love you so much. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont devenir multimilliardaires à partir de ces sessions que nous donnons. Vous savez, je suis convaincu en fait. Si vous voyez que je consacre ma demi-journée à faire ces sessions, c'est parce que c'est une conviction du fond de mon cœur. Qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont devenir des puissants dans tous les domaines de la vie. Je suis convaincu. Moi, je ne m'engage jamais dans quelque chose pour lequel je suis convaincu. Moi, il y a des projets qui me prennent 10 ans dans lesquels je suis parce que je suis convaincu et je ne vais jamais lâcher. Dans la vie, il faut s'engager par conviction, pas seulement par désir. Parce que tes désirs peuvent te tromper, mais tes convictions, c'est difficile. Parce que c'est tes convictions qui te permettent de payer le prix jusqu'au bout. Comprenez, mes chers leaders? Commenter, partager, aider des personnes à suivre. Aider, je ne sais pas si tu aimes quelqu'un qui est quelque part, il faut lui partager. Même sur ton WhatsApp, va sur ton WhatsApp et partage à des personnes de façon systématique pour les aider. Ce que je suis en train de vous dire, même ça concerne une carrière professionnelle, pas seulement un entrepreneur. Ça concerne la vie même. Ta vie, la vie, ta destinée. La destinée. C'est la destinée. Mes chers leaders, il y a des choses dans la vie qui engagent la destinée. L'investissement à court terme. Il faut savoir quand est-ce qu'un investissement à court terme. Et quelle est la part du court terme dans la construction de ton projet et de ta société. Quelle est la part du moyen terme et quelle est la part du long terme. Ces principes-là, je vais vous les partager au fur et à mesure que nous avançons. Regardez la plupart des pays développés, leur avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont développé une mentalité d'investissement à long terme. C'est la loi des recherches et développement, des laboratoires de recherche scientifiques. Regardez dans le domaine de l'aviation, les avions qui sortent aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes avions il y a 20 ans en arrière. Regardez. Mais si vous savez les milliards qu'ils ont investis dedans, l'énergie, les accords, les partenariats, regardez. Donc tu ne peux pas construire ta vie simplement sur le jour au jour et croire que tu vas réussir ta vie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mes chers leaders, ce n'est pas vrai. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut stratifier la vie. La vie est faite de phases. Même la vie de l'homme, il y a 4 phases. C'est un message de ce que tu dois planifier 4 phases dans ta vie. Il y a ce qui doit tomber sur la bordure de route. Il y a ce qui doit tomber sur le roc. Il y a ce qui doit tomber parmi les ronces. Et ce qui doit tomber dans la bonne terre. Tout ça, il faut les analyser pour comprendre ce que cela veut dire. Comment est-ce que quelle est l'image qui se cache derrière cette réalité qui semble être pour les gens qui vont prier? C'est pas ça. C'est une réalité générale. Selon le contexte, il adapte à ton contexte. Lorsque nous étions nés, mais on voyait le téléphone fixe. Les combinés, on tourne comme ça pour. Après, on a vu les trucs combinés où tu composes directement. Mais aujourd'hui, ces choses-là ont disparu pratiquement. À part dans les entreprises, toujours les téléphonies, les trucs comme ça, tu as trouvé où? Aujourd'hui, on est en train de mettre le puce même dans le corps des gens. Il y a un problème. C'est-à-dire que le monde est passé à autre chose. Et je vous l'ai dit ici, l'être humain est une entité évolutive. Donc il faut savoir quelles sont les natures d'investissement que tu fais aujourd'hui qui te permettent de faire face aux défis dans les 20 ans à venir. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne font pas des investissements pour pouvoir faire face aux défis des 20 ans à venir aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vivent comme ça, qui ne sont pas projetées sur 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir? Quelle sera la vie? Et pour ça, il faut que je parle de type d'investissement. Quelle est la tendance du monde à venir? La tendance, ce n'est pas les buzz, s'il vous plaît. Je vous le dis. Les buzz te donnent des rires dans ton présent. Mais les tendances de réalité du monde, tu n'as pas vu que le monde est en train de changer. Depuis la crise du corona, la manière de travailler n'a pas changé. Depuis la guerre en Ukraine, la géopolitique mondiale n'est pas en train de changer. Le cœur du monde n'est pas en train de basculer d'une capitale à une autre. Vous ne voyez pas que le monde change. Donc tu ne peux pas vivre en tant qu'entrepreneur et ces réalités-là, tu ne les adaptes pas pour faire tes choix en conséquence. Et dire dans 10 ans que j'ai été surpris et tout mettre la responsabilité uniquement sur les démons du village, ce n'est pas vrai. Ils ont la part de responsabilité. Mais si tu ne te formes pas pour anticiper les choses, tu auras également ta part de responsabilité.
C'est la raison pour laquelle lorsqu'on pointe le doigt vers une personne ou l'entité extérieure, il y a pratiquement 4 doigts ou 5 doigts qui nous reviennent. Pour dire que la première responsabilité du destin de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est ce qu'on appelle en matière de gestion les réalités endogènes et les réalités exogènes. Donc si tu arrives à bien traiter déjà tes défis internes, les défis externes, tu peux mieux les contrôler. Parce que tu es fort, même quand il y a des chocs extérieurs, tu peux mieux les contrôler. Je ne sais pas si mon cœur parle à quelqu'un, pas simplement ma bouche. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous voyez partager avec vous, mes chers leaders, c'est exclusivement l'amour. Parce que quand tu es sorti d'une vie de souffrance dans la vie, tu sais ce que c'est qu'échouer. Et l'échec ne doit pas être une option sur la table de ta vie. Écoute. Quelque part, il est écrit, je dresse en face de tes ennemis une table, je ondule ta tête et ta coupe de bois. C'est-à-dire qu'elle a destiné à une table. Mais sur la table de ta vie, ça dépend de ce que tu mets comme repas. Ce n'est pas tous les repas que tu dois accepter à la table de ta vie. La défaite, l'échec et la faillite ne doivent pas être des repas que tu acceptes, mon cher leader. Et ça dépend des choix que tu fais à court, moyen et long terme. Il n'y a aucune pitié. La vie. La vie n'a pas de pitié. La vie n'a pas de pitié, regardez. La vie classifie les hommes. Et tu dois faire le choix de et dans quel lieu tu dois être. Si tu es un entrepreneur, c'est toi qui dis, je donne le tempo de quel type d'entreprise je vais bâtir. Dans 5-10 ans où je vais être. Il n'y a aucune illusion là-dedans. Et moi, notre choix pour toi, cher leader, c'est que tu réussisses. Je vais conclure sur cette première partie, sur les choix d'investissement à court terme, pour les investissements, puis vous donner des cas pratiques, comme je l'ai fait dans le domaine du transport et de l'agro et de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous avons décidé d'intégrer dans nos sessions de masterclass une deuxième partie de 20 minutes dédiée à des questions-réponses sur les sessions passées. Et nos équipes ont relevé un certain nombre de questions sur les sessions passées et auxquelles je vais en tout cas me faire fort de répondre aujourd'hui. Et M. Tano va poser ces questions-là et nous allons pouvoir vous répondre. En tout cas, je vous dis merci. Restez connectés pour cette partie de questions-réponses et rapidement, je vais me donner à cet exercice. Merci pour votre aimable attention. Restez connectés pour la partie des questions-réponses. Merci à tous son cher leader. Vous savez, M. Ban, quand il est à ces sessions, il a donné beaucoup d'images, beaucoup de messages. J'espère que vous avez pris d'autres bonnes notes. M. Ban est là pour vous disponible. Vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir lui poser des questions pour les sessions antérieures. Aujourd'hui, vous avez donc cette opportunité. Nous avons pu enregistrer quelques intervenants qui seront en direct avec nous. Monsieur Dapa Saint-Rodrigue, qui a une entreprise du nom de Sacerdoce Royal, du groupe L. Il a 3 ans d'expérience. Son domaine d'activité, c'est le maraîcher et le vivrier à Zaguier. Sa question est donc, quelle méthodologie pour développer son business, son activité, avant de se lancer dans un business? Donc c'est monsieur, il est en ligne. Alors, monsieur Dapa? Oui. Vous êtes avec M. Ban, leader sans frontières. Merci de nous rejoindre dans cette session de formation. Vous allez vous présenter et poser votre question à M. Ban. Bonjour, M. Koulé. Bonjour, M. Ban. Bonjour, Rodrigue. Comment vas-tu? Ça va bien, et vous? Ben, sois les bienvenus à la session de ce jour. Merci, M. Ban. Alors, je vous écoute. Merci aussi à toute l'équipe. Alors, ma question de ce jour, c'est quelle stratégie pour la maîtrise d'un marché? Alors, d'abord que ce soit les semences, mais également les intrants, en l'occurrence ici, les engrais. Est-ce que vous maîtrisez tous ces paramètres? Ensuite, vous avez la sécurité de vos terres. Quelle est la nature des terres que vous disposez en matière légale? Est-ce que c'est sous forme locative ou bien c'est sous forme, je pourrais dire, d'acquisition en propriété? Tous ces paramètres, vous devez les maîtriser. Ensuite, on vient maintenant à la réalité de distribution. Qui parle de distribution parle de logistique. Voyez comment est-ce que vos produits sortent lorsque vous récoltez. Est-ce qu'avant de produire, vous avez déjà des accords d'achat avec des fournisseurs, des acheteurs potentiels? Quelle est la nature et la typologie de ces acheteurs? Est-ce que ce sont des supermarchés? Est-ce que ce sont des intermédiaires? Ou alors des restaurants, des hôtels? Ou bien alors, ce sont des clients saisonniers que vous avez. Lorsque vous avez la marchandise, vous leur faites appel, vous annoncez et ils viennent prendre. Quelles sont les conditions d'achat?
Est-ce que ces clients-là vous paient par exemple ne serait-ce qu'un minimum d'avance, n'est-ce pas, sur commande, avant que la production ne vienne à son terme? Tout ceci vous permet de pouvoir réaliser, de minimiser vos risques. Parce que si vous attendez la fin d'un cycle de production avant d'annoncer que vous avez de la production, c'est sûr que vous n'êtes pas en position de force sur le marché, puisque vous avez des produits périssables. Et généralement, vous n'avez pas de moyens de conservation, n'est-ce pas? Et donc, il est tout à fait important, en amont comme en aval, de pouvoir maîtriser à la fois le processus de production, de vous assurer que vous produisez dans les meilleurs délais parce qu'il est la qualité de votre production, dans les produits, mais aussi de vous assurer que vous n'allez pas être à la merci d'acheteurs dès lors que votre production viendra à son terme et que vous devez mettre sur le marché. Parce que lorsque vous avez de la production périssable, le problème c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas exercer de la pression sur vos acheteurs, puisque vous n'êtes pas en position de force et vous devez liquider rapidement la production et transporter la marchandise, ou bien c'est vous qui allez les livrer. Ce sont des questions, mon cher Rodrigue, que vous devez maîtriser. Vous devez les maîtriser. Soit c'est vous qui livrez au client, ou bien c'est le client qui lui-même vient chercher. Une fois que vous avez répondu à cette problématique, et généralement je propose et je recommande à mes leaders d'encourager leurs clients à venir chercher eux-mêmes leur production. Parce que même quand ils viennent chercher, il y a les risques de voyage. S'il a fait un accident, par exemple, que la marchandise est renversée, qui en est responsable? C'est ça. Est-ce que vous avez une assurance exploitation qui puisse couvrir? Pour l'instant, vous êtes un petit exploitant qui commence. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez une assurance qui puisse couvrir votre exploitation. Ou alors, vos soucis logistiques. Donc, si par exemple, le camion va se renverser, que toute la marchandise se perd. Parce que le client peut dire dans le contrat, bon, écoute, moi, la marchandise, je la reconnais que lorsqu'elle est livrée dans mon atelier ou bien par exemple dans mon magasin. Ça veut dire que aussi longtemps le transport n'est pas effectif jusqu'à chez lui, toute la responsabilité vous incombe. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande, lorsque vous n'êtes pas un grand producteur industriel avec des capacités qui vous permettent de minimiser ce genre de risques, je propose généralement que vous laissez le soin au client d'assumer la responsabilité logistique. Donc voilà, après, c'est de pouvoir pour la partie marché, stratégie de distribution, c'est d'avoir une stratification pour ne pas dépendre d'une seule cible clientèle, de sorte à diversifier votre cible clientèle. Ça peut être des intermédiaires, ça peut être des hôtels, ça peut être des restaurants, ça peut être des grossistes, ainsi de suite. C'est de pouvoir multiplier. Et puis, généralement, lorsque vous produisez dans une zone, c'est de regarder la distance. Comme vous êtes à Zagué, vous êtes vraiment adjacent à Abidjan, donc c'est plus facile. Mais pour quelqu'un qui est au-delà d'Abidjan, ben, si vous êtes par exemple à Yamoussoukro, c'est de dire est-ce que je livre à Bouaké ou bien je livre à Abidjan, ou bien si vous êtes à Bouaké ou bien peut-être à Diébissou, c'est de voir est-ce que je livre à Bouaké ou bien je livre à Abidjan. Il ne s'agit pas simplement de dire ok, il y a un gros marché à Abidjan, donc en livrant à Abidjan ça m'ouvre beaucoup plus de marchés, alors que peut-être la logistique pour livrer à Bouaké revient moins cher. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez livrer peut-être 50 tonnes de tomates ou d'aubergines à Bouaké à 1000 francs, je prends, ou bien à 10 000 francs, je prends un exemple, et le kilo, ou bien la tonne, un livré à Abidjan par exemple, les mêmes 50 tonnes à Abidjan avec 12 000 francs le kilo, en étant perdant. Parce que si après le coût de logistique revient plus cher, quand vous allez faire les calculs, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus perdant en vendant à Abidjan qu'au lieu de vendre à Bouaké. Ce sont des paramètres d'analyse que vous devez mener au plan financier pour voir exactement là où je vends là, quelle est ma rentabilité réelle. Peut-être que je vends moins cher à Bouaké, mais je gagne plus en termes de marge. Donc pourquoi ne pas vendre carrément peut-être 80 ou bien 30% de mon activité, de ma production à Bouaké, et vendre peut-être les 40% à Abidjan. Parce qu'on ne sait jamais, il faut que j'ai aussi une clientèle à Abidjan. Le jour que le marché de Bouaké n'est pas disponible, il faut que j'ai une alternative de marché ailleurs. Donc, cela tient compte de beaucoup d'analyses des paramètres. D'où la stratégie marketing de marché. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait toute une session liée à tout ce qui s'appelle la stratégie de stratification et de développement des marchés. Ce qui vous permet de pouvoir avoir des éléments de décision. Souvent, on décide simplement au pif. Ah bon, comme j'ai ma marchandise et que c'est seul client, bon, il est fidèle, je lui vends. Mais c'est qu'il y a fait une analyse qui te permet de savoir est-ce que peut-être, en vendant peut-être à Bondoukou, je serai plus rentable. Ce sont des analyses qu'il faut faire. Donc, mon cher Rodrigue, ben voilà, je crois avoir répondu essentiellement à votre question. Ben, on va essayer de prendre d'autres questions également. Nous enregistrons là maintenant la question de Stéphanie Guégué.
Elle est dans la vente des perruques et elle veut se lancer dans la location de véhicules. Sa question est de savoir, comme elle a connu beaucoup d'échecs, comment s'y prendre pour éviter les échecs avec. Mais justement, c'est ce que nous venons de dire tantôt. Et les échecs ne sont pas forcément la preuve que la première activité n'était pas bonne. C'est que vous n'avez pas eu peut-être la bonne stratégie. Vous avez une question à M. Ban, on peut vous la laisser, vous la poser maintenant. Oui. Stéphanie Guégué, soyez la bienvenue. Merci, Frère Olivier Ban. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'échoue dans les entreprises. J'ai besoin d'aide. D'accord. Et de façon spécifique, en quoi est-ce que je peux vous aider de façon concrète? J'aimerais que vous m'aidiez vraiment à... Je ne sais pas comment dire. Alors je crois que vous avez déjà posé une question à l'équipe. Voilà, on va essayer de répondre à cette question et je crois que dans l'examen de cette question-là, on pourra peut-être vous donner beaucoup plus d'éléments d'éclairage. Très bien. Donc c'est ce que je disais tantôt à notre leader Stéphanie Guégué et je crois que c'est valable pour tous nos leaders qui nous suivent également. Et le produit en lui-même ne fait pas l'activité, le produit permet d'accomplir l'activité. Donc les perruques, la vente de perruques, pour moi ceci fait partie de ce que j'appelle des produits qui permettent d'opérer dans l'activité de cosmétiques, de beauté, voyez, de coiffure et tout ça, voyez, tout ce qui a trait à la coiffure, ainsi de suite, et rendre belles nos épouses, nos soeurs, ainsi de suite, tout ce qui relève de la beauté, voyez. Donc c'est l'activité de beauté en général. Alors, la question que je pose aujourd'hui, ce n'est pas tant l'échec, mais quel est l'objectif que vous visiez lorsque vous vous engagez dans une activité commerciale? Quelle était la vision? Parce que vous devez fonder votre activité sur une vision. Est-ce que ma vision, c'est de faire en sorte que toutes les personnes, les dames qui travaillent dans les entreprises, soient bien coiffées et qu'elles aient les meilleures perruques? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de cheveux. C'est ça. Si nos sœurs portent les perruques, souvent c'est lié à deux problématiques. Soit elles n'ont pas le temps d'aller souvent dans les salons de coiffure, et donc pour autant, il faut bien qu'elles soient bien entretenues avant de sortir au dehors. Ou alors elles ont des problèmes de cheveux. Et pour cela, il faut quand même qu'elles puissent compenser cela par la magie des perruques. Donc, si c'est cette problématique que vous voulez régler et résoudre dans le domaine des perruques, il est tout à fait clair que vous devez avoir une approche. Une approche, c'est d'aller étudier qu'est-ce qui fait que les femmes portent les perruques. Et quel est le marché des perruques en Côte d'Ivoire? Quelle est la récurrence, la fréquence par laquelle les gens portent les perruques? Et ensuite, regardez comment est-ce que je m'engage dans cette activité. Parce que ce n'est pas seulement les perruques, il y a aussi la mèche. Il y a tout ce qui est comme mèche. Vous voyez? Et quelle est la tendance? Lorsque vous analysez tout ça, c'est de regarder maintenant où est-ce que je m'approvisionne. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos sœurs vont à Dubaï. Et puisque moi je vais à Dubaï, on paye. Hein. Souvent j'en achète pour envoyer à ma femme aussi, hein, qui est fou. Donc Stéphanie Guégué. Donc nous tous, et souvent on se cache pour prendre un peu pour envoyer à nos épouses aussi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. Et je crois même, il y a une année, l'État de Côte d'Ivoire a commencé à taxer tout ce qui est comme mèche sur la tête de nos femmes. Ça veut dire que ça marche. Maintenant, c'est de regarder. Peut-être que vous vendez trop à vos camarades que vous connaissez. Et peut-être qu'elles prennent à crédit. Parce que l'une des expériences que j'ai connues en affaires, c'est que souvent, à un moment donné, j'ai voulu faire l'activité de distribution d'igname. Et j'ai vu que tous mes amis voulaient prendre cadeau pour aller manger. Bon, la terre de Bondoukou, c'est vrai, je viens de Bondoukou, mais les manœuvres là, je les paye. Ou bien, bon, au moins je paye l'igname pour aller planter. Ça, c'est pas gratuit. Donc là, il faut payer au prix du marché. Vous voyez? Peut-être que Stéphanie Guégué, tu as mis à faire de connaissances dans ton activité commerciale. Non. Peut-être que c'est l'une des sources déjà des échecs que tu as connus. Combien de personnes peut-être ont acheté et qui n'ont pas payé à temps? Et ce qui a fait que ton fonds de roulement, tu n'as pas pu rentrer dans ton fonds de roulement à temps. Mais si tu ne rentres pas dans ton fonds de roulement pour lequel tu as payé ta marchandise, c'est sûr que ton activité prend un coup. C'est déjà problématique. Donc c'est de regarder à cibler un marché où les personnes payent et ils doivent acheter et payer immédiatement. Peut-être qu'à tes débuts, tu ne peux pas donner de crédit.
des marchandises à crédit. Non, il faut dire la vérité à ceux qui viennent payer. Et peut-être l'une des stratégies de marché peut-être qu'il faut développer, c'est de regarder tous les salons de coiffure, au moins dans ton quartier ou à Abidjan. Ces salons de coiffure, vous pouvez avoir des contrats. Écoute, moi je vais vous faire des dépôts-ventes, mais voilà nos accords. C'est simple. Chaque semaine, je passe, regardez déjà ce que vous avez vendu, on fait le point. Et moi, j'encaisse déjà ce que vous avez vendu. C'est des accords formels. Donc chaque semaine, déjà, je m'assure qu'au moins, il y a au moins peut-être 10 perruques, 5 perruques qui sont vendues, et je viens chercher mon argent. Donc il faut mettre un système en place qui te permet de t'assurer que tu as des clients, soit des clients finaux, des personnes qui payent et qui sont dans le salon ou bien aller faire les perruques, ou bien les salons de coiffure sont tes clients et eux ils prennent des stocks, ils payent une partie et l'autre partie tu laisses à crédit, tu dis bon donnez-moi 40%, je laisse chez vous, 30% je laisse chez vous, 50% je laisse chez vous, parce qu'il faut faire en sorte que les gens payent au moins un minimum. Moi j'ai toujours dit, dans une relation clientèle, celui qui n'est pas prêt à payer un minimum, c'est déjà la preuve de ce qui n'est pas vrai. C'est une relation qui n'est pas fondée sur la confiance mutuelle. Comment se fait-il que toi tu prends le risque d'abord d'importer de la marchandise, de faire venir, de payer la douane, de stocker chez toi, de venir lui donner, et lui ne prend aucun risque de pouvoir faire un dépôt au moins. Il n'est pas crédible. Si il te dit non, si tu ne me fais pas confiance, ou bien, mais pourquoi lui ne te fait pas confiance en prenant le risque de payer quelque chose? C'est déjà la preuve qu'il n'est pas digne de confiance et que ce n'est pas chez lui qu'il faut déposer ta marchandise. C'est déjà quelque chose à exclure. C'est-à-dire que ce type de client, déjà, il faut l'écarter. Même si c'est ton ami qui a son salon de coiffure, il faut l'encourager déjà à payer si elle ne peut pas payer quelque chose en avance. Parce que si elle paye quelque chose en avance, elle va prendre la marchandise au sérieux. C'est une loi des affaires. Quand un homme et une femme vont ensemble, c'est déjà une image. Tu donnes ton X, il donne son Y. C'est ça qui fait l'enfant. Est-ce que c'est un seul qui donne? Il ne peut pas y avoir des relations sérieuses et fiables si c'est une partie qui doit prendre le risque et payer le prix. Deuxième élément, peut-être quand je regarde dans l'analyse de ce que tu recommandes, tu poses, est-ce que ta stratégie de prix est fiable? Quelle est ta structure de prix? Est-ce que tous tes frais d'achat là sont intégrés dans ta structure de prix avant que tu ne fixes ton prix final? Est-ce que tu ne fixes pas des prix juste pour faire plaisir à des amis ou bien à des proches ou bien une clientèle? Parce que c'est ça aussi. À défaut, peut-être, et je te recommande, puisque tu es dans le domaine de la beauté, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour toi d'investir dans un salon de coiffure ou salon de beauté? De sorte que ces salons deviennent en même temps pour toi le relais pour distribuer tes produits de beauté. En recrutant des filles qui font par exemple la coiffure, le produit de beauté, pédicure, manicure, et offrir un ensemble de packages pour ne pas dépendre forcément peut-être des partenaires extérieurs et encourager les clients à venir chez toi. C'est ça la stratégie marketing qu'il faut étudier. Avant même de dire que tu vas aller dans le domaine du transport, c'est de regarder d'abord ta stratégie commerciale. Est-ce qu'elle te permet de créer et de générer des ressources fiables et sécurisées? Vous voyez? Alors, anyway, pour ne pas s'éterniser, ça là, je peux examiner ça pendant des jours et des mois. Mais je crois que l'essentiel est déjà là. Ce que les équipes vont faire, ils vont prendre ton contact et en inbox, on va te faire un coaching personnalisé de sorte à t'aider à mieux structurer tes affaires. Et je crois que c'est la même chose aussi que nos équipes vont faire pour Rodrigue et Dapa également et les autres à venir. La dernière question, et puis la semaine prochaine. La dernière question de Dongo Kwame Lavoisier de Prosperity Gift Corporation. Il est dans le domaine des élevage des caprins, des gosses de vivriers, commissionnaire en transport. Sa question est de savoir comment réussir à obtenir des financements pour son activité d'élevage. Plusieurs manières de lever des fonds. Il y a le système traditionnel et classique que nous connaissons. Et ce système classique, d'ailleurs, je crois il y a bientôt un an en arrière, on a eu une thématique sur comment lever des fonds pour financer son activité. Il y a la voie classique qui sont les instruments financiers que nous connaissons, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement et tout ça. Maintenant, quand vous n'êtes pas et vous ne répondez pas aux exigences, sinon aux mécanismes des banques, il est clair que lever des fonds par le mécanisme, par le moyen des banques est difficile. Mais il se trouve que ce n'est pas la seule option sur la table quand il s'agit de lever des fonds ou bien par exemple de pouvoir financer son activité. Et il y a également ce qu'on appelle la possibilité de lever des fonds à travers ton réseau de connaissances. C'est pour cela aussi qu'il faut apprendre à être un bon petit comme on le dit.
C'est-à-dire que tu as des tontons de quartier, tu as des grands frères, tu as des aînés ici dessus, tu as ton activité de les défendre. Pour dire que tu as besoin de lever des fonds d'aide. Souvent, vous savez, on a une certaine fierté, on ne veut pas aller vers les autres. Mais quand tu essaies de lever des fonds, il faut avoir fierté. Il faut développer. Si tu es un jeune homme qui est vraiment sérieux dans sa vie, et que quelqu'un peut t'aider dans la vie, même s'il ne te donne pas la totalité, il faut aller présenter ton projet. Peut-être que tu as besoin de 10 millions, 5 millions, va lui présenter. Parce que c'est aussi un moyen sûr, en passant par les proches pour lever des fonds. Souvent, on en fait pas. Moi, je vous dis une chose. En Afrique, et ça, je vais porter un regard là-dessus, nous avons cette tendance à nous réunir autour des malais pour lever les fonds. Et ça concerne beaucoup de familles en Afrique, et nous tous. Quand il s'agit d'aller enterrer un de nôtres, nous sommes capables de réunir 3 millions pour faire funérailles, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand il s'agit de financer le projet d'un de nôtres, on n'est pas capable de réunir les fonds? Pourquoi? Et on dit que nos familles n'émergent pas et qu'on échoue. Ça, c'est un problème qui est spirituel. Je le dis toujours, ici, là, je suis face à un problème entrepreneurial. Mais ça, là, ce n'est pas bénédiction. C'est la vérité. Ça pourrait faire l'objet d'une Non, question. j'en profite pour aborder ce sujet, qui est un sujet social tabou et dont personne n'ose parler. C'est bien beau de nous honorer quand nous mourons, mais de notre vivant, c'est bien beau aussi de nous construire mutuellement. On n'ose pas se dire la vérité. Vous comprenez? Moi, il y a des personnes dans ma famille, sur lorsqu'il y a les funérailles, qu'ils m'appellent. C'est-à-dire que si même j'étais mort, ce n'était pas les problèmes. Est-ce que ça, c'est normal? Donc, si dans ta famille, les gens qui sont autour de toi, des connaissances, apprenons à avoir cette mentalité. Lorsqu'un jeune homme a un projet, de voir, bon, écoute, moi je n'ai pas beaucoup, j'ai 200 000 à te donner. Si 10 personnes, chacun donne 10 ans, ça fait 2 millions. 2 millions déjà, peut-être une ferme là, il peut construire pour commencer. Les fermes au moins artisanales, ça coûte combien? Pas grand chose. C'est au jeune homme d'être sérieux parce que, écoutez, si tu as perdu là, c'est pas évident que tu puisses revenir. Hein? C'est pour ça, avant d'aller vers les proches, il faut t'assurer que toi, tu es bien sérieux d'abord. Et que tu ne vas pas aller jouer l'argent en prenant pour aller boire la bière le soir avec une copine. Parce que l'argent associe de curieux. Lorsqu'il tombe dans ta main, automatiquement, toutes les filles t'aiment. Bon, mais l'idée connectée, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas de vous je parle. Bizarrement, dès qu'un jeune homme a l'argent, c'est là qu'il se rend compte qu'il a aimé des filles. Et tu ne cherches pas forcément femme de ta catégorie. Donc, mes jeunes leaders, si tu as eu l'argent là, et que des proches t'ont aidé, il ne faudra pas que ton tonton là, le restaurant où il mange, il te voit assis là-bas, une fille en train de manger. Alors que tu as été juste chez lui, il y a un mois, il t'a donné 200 000 et il voit que tu es en train de lutter les mêmes places que lui. Tu es sûr que quand tu vas revenir, il va encore te dire. Tout ça là, il y a ça dedans. C'est ça. Donc, juste pour détendre l'atmosphère, mais pour vous dire que c'est aussi un moyen. Il faut insister, même si tu es allé voir le tonton, il tourne, il faut insister. Souvent, quand tu es venu voir quelqu'un là, c'est pas parce qu'il refuse, hein. Tu ne sais même pas ce qu'il traverse. Souvent, il est sous une pression financière. C'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il a toujours l'argent à donner. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut connaître. Ton niveau de succès égale à ton niveau de charge et de responsabilité. C'est qu'on voyait aller à grande maison à Abidjan là. S'il a 3 millions par mois, il a aussi un problème de 3 millions. Ça ne veut pas dire qu'il a assis sur l'argent distribué, mais il a la capacité de t'aider. C'est un potentiel qu'il a de t'aider, ça ne veut pas dire qu'il est forcément, il peut t'aider forcément. Quelque part, il est écrit, frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Donc ça veut dire qu'il y a 3 niveaux pour obtenir. Il ne faut pas dire comme tonton m'a insulté la fois dernière. Il ne faut pas prendre fierté pour demander dans la vie. Moi-même, si tu m'as insulté, que tu m'as donné, ce n'est pas grave. Il t'a dit la vérité. Parce que quand tu as souffert dans la vie, là, tu as tué toutes sortes de fierté. Ta destinée n'a rien à voir avec fierté. Demain, fierté là va venir, mais pour l'instant, là, je dois réussir. Donne-moi seulement. Et je vais te prouver que peut-être tu t'es trompé en réussissant. Parce que la meilleure façon de témoigner de la vie, c'est de réussir. Ce n'est pas en mettant l'orgueil sur la table. Ça, c'est un autre moyen aussi pour lever des fonds. L'autre moyen de lever des fonds, c'est le capital. C'est de voir tu as ton idée. Peut-être tu veux garder tout le capital pour toi, parce que tu veux mieux contrôler ton affaire. Mais tu n'as pas l'argent toi seul. Donc c'est d'aller voir peut-être des connaissances ou des personnes qui disent, ah, moi j'ai mon affaire, je suis prêt à céder 20, 30, 40%.
Voici ce que je recherche. Si tu fais, voilà le risque. Moi-même, je suis du domaine. Voilà mon expérience. Voilà tout ce que je mets en place. Commençons. Même pour signer les chèques sur les comptes bancaires, là, je veux qu'on signe ensemble comme ça. Tu sais comment l'activité est gérée. Je te donne un poste dedans. Tu peux être mon conseiller ici de suite. Tu l'impliques. Il y a des personnes, souvent, tu dois demander l'argent. Mais lui-même, il veut faire l'affaire avec toi. Mais tu pars ton temps, dis, donne-moi l'argent, j'allais le faire. Il y a des personnes qui disent, toi, tu veux réussir, me laisser au bien. Parce qu'il voit que ton activité là, ah, tu vas vendre 20 poulets, tu vas vendre 400 bœufs, 300 bœufs. Lui aussi, il veut gagner dedans. Donc, mais il ne va pas te dire directement, je vais être ton actionnaire. Parce qu'il ne veut pas donner le sentiment qu'il veut profiter de ton affaire. C'est à toi de lui faire la proposition. Et de lui donner la garantie que tu vas être transparent. Je vais vous dire, l'une des raisons pour lesquelles les gens demandent et puis on ne leur donne pas, c'est qu'ils veulent qu'on leur donne, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on ait un droit de regard sur leur gestion. Mais quelqu'un ne va pas prendre le risque de te donner son argent et en même temps, tu refuses qu'il regarde dedans. Si tu veux être libre là, hein, la liberté a un prix, c'est de pouvoir trouver l'argent par toi-même. Chaque fois que tu demandes à quelqu'un d'être ton actionnaire, c'est que tu acceptes indirectement de perdre une partie de ta liberté. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. L'entrepreneuriat ne te rend pas libre à 100%, il y a des contraintes. L'entrepreneuriat te rend autonome, mais pas libre 100%. C'est la différence. Et c'est la mauvaise opinion que beaucoup de gens ont reçue dans la vie. C'est pour ça, moi je dis, la véritable autonomie, c'est celle qui s'exerce dans le cadre d'un contrôle. Parce que s'il n'y a pas de personne qui a un droit de regard sur ce que tu fais, tu vas te perdre en croyant que tous les choix que tu fais sont bons dans la vie. Tu veux être autonome dans la vie. Il faut toujours faire en sorte qu'il y ait un droit de regard autonome, c'est-à-dire qu'il est libre autre que ton regard. Ça te permet de pouvoir être humble et de ne pas faire n'importe quel choix, tous azimuts. Parce qu'on est deux ensemble que lorsqu'on est seul aussi. Bref, il y a d'autres mécanismes modernes, les business angels, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est tout un ensemble de processus, vous voyez, voilà, tout ça. Il y a plein d'autres mécanismes pour lever des fonds, mais il y a les mécanismes modernes et tout ça. Mais je me dis de façon pratique, dans le contexte africain déjà, il y a même ce qu'on appelle ici tout ce qui est comme les tontines, que beaucoup de gens et qui marchent beaucoup au Cameroun. Par exemple, ça c'est une expérience camerounaise. Le système de tontines où chacun a son projet, les gens se mettent ensemble et par mois on cotise ou par semaine, quand ça atteint le montant, celui-là prend, il fait pour lui. Après ça arrive, celui-là prend pour faire pour lui. Donc la tontine existe. Il suffit de se faire confiance mutuellement et que là ils ne prennent pas et à son tour qu'ils ne fuient pas avec. C'est tout. C'est pour ça peut-être vous pouvez être 4 ou 5 où vous avez un certain nombre d'intégrité, d'honnêteté entre vous, vous mettez un système de tontine et vous collectez des fonds progressifs et après chacun son capital et réalise son projet. C'est aussi un moyen. C'est vrai, ça a l'air d'être un peu informel, mais ça marche. Parce qu'on entraide. Voilà. D'accord. Chers leaders, c'est sous ces conseils avisés et éclairés que nous mettrons un terme à cette session de ce jour. J'espère que vous avez pris du plaisir à être avec nous. C'est un rendez-vous institutionnel tous les mardis avec M. Banlieue, le fondateur promoteur de Leaders Sans Frontières. Alors aujourd'hui, savoir effectuer un investissement rentable et durable, c'est le thème qu'il a partagé avec nous. Ça va durer tout au long du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Nous espérons que vous serez encore à ces rendez-vous. Mesdames et messieurs, chers leaders, soyez bénis. Merci.